Mais revenons maintenant aux nouvelles économiques, et il y en a beaucoup, puisque le Premier ministre Mishustin, donc le Premier ministre russe, est passé devant le Parlement pour faire le bilan de l'année 2023, et on a eu pas mal d'informations intéressante. On a appris notamment que la dette russe a augmenté, donc de 2700 milliards de roubles, et est désormais passée de 12,2% du PIB à 15% du PIB. Donc voilà, bon, par rapport à la France qui a 120% et aux autres pays occidentaux, évidemment que c'est un bon résultat, surtout étant donné les circonstances. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et ça permet d'en conclure, comme le fait Mikhail Mishustin, que la Russie a passé la période difficile des sanctions et donc de tout ce qui est lié au début de l'opération militaire spéciale. Et c'est ce que nous, on avait analysé d'ailleurs là, au début du conflit, si vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on se donnait 2 ans pour voir si la Russie était capable de s'adapter, comme en 2014. En fait, le fait que les sanctions de 2014 liées à la réunification de la Crimée, mais surtout à la destruction par l'armée ukrainienne du Boeing MH17, eh bien, on a vu que la Russie s'en était sortie fin 2016, début 2017, donc 2 ans après. Donc visiblement, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Mishustin l'a rappelé, donc la croissance russe du PIB a été de 3,5% en 2023. Ce qui tire la croissance, c'est la production industrielle. Alors on nous répète, à qui veut l'entendre, que c'est grâce à l'investissement dans le complexe militaro-industriel. En fait, c'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Je crois que Jacques Sapir a fait une bonne explication là-dessus. Il y a la demande intérieure qui est restée, qui est très forte et qui attire la croissance. Il y a la production industrielle, et la Russie a augmenté, ça aussi c'est des chiffres qui ont été donnés, de 16% sa production de voitures, ce qui la montre à 700 000 unités en 2023. Alors c'est un bon résultat qu'il faut tout de même relativiser, puisque c'est moins de 2 fois ce que produit la France, donc qui est le 3e producteur automobile en Europe, avec 1,5 million, derrière l'Espagne et bien sûr surtout derrière l'Allemagne. Mais rappelons qu'à terme, la Russie est sera le premier marché automobile en Europe, et que, eh bien, comme l'a constaté d'ailleurs Frank Pengam lorsqu'il était là, eh bien, on a vu toute la gamme remplacée par des voitures chinoises, notamment des voitures produites en Russie. C'est pour ça que le potentiel augmente. Et d'ailleurs, j'avais regardé il y a pas très longtemps une vidéo sur l'usine Aval, donc dans la région de Tula, qui est l'usine donc chinoise. Tout est automatisé, et c'est assez impressionnant à voir fonctionner. Donc voilà. Industrialisation, hyper-industrialisation et localisation de la production en Russie. Visiblement, les partenaires chinois sont d'accord avec ça. Quelques autres chiffres intéressants trouvés dans la presse économique qui montrent qu'en fait, on ne peut pas contourner la Russie pour ce qui est notamment des matières premières ou même des matières premières transformées, puisque la Russie a augmenté en janvier 2024 ses exportations d'aluminium de 66%. Donc c'est pas négligeable. Et on a appris également que en mars 2024, les ressources budgétaires issues donc du commerce des hydrocarbures, gaz et pétrole avait doublé. Donc l'apport au budget russe a doublé grâce à ça. Donc évidemment, c'est un échec des sanctions. Hydrocarbures russes toujours. Cette fois, une mauvaise nouvelle, c'est que lors de la dernière semaine de mars, donc la production de carburant en Russie a baissé de 12%, donc sur la semaine. Pourquoi ? Eh bien, c'est en raison des attaques de drones sur les capacités de raffinage russes. Alors, renseignements pris, aucune des attaques n'a eu de conséquences graves pour ces raffineries. Les quelques dommages seront complètement réparés en avril-mai. Et avec les réserves de carburant russe, pour l'instant, ça ne se voit pas à la pompe. De toute manière, il faut bien comprendre que la Russie privilégiera toujours son marché intérieur. Elle l'a déjà fait d'ailleurs. Quand les prix commencent à augmenter, eh bien, elle limite ou elle interdit quasiment les exportations. Donc on ne devrait pas assister en Russie à une variation du prix du carburant, mais c'est ce qui fait peur à Washington, parce que en fait, à la veille des élections américaines, s'il commence à y avoir moins de carburant présent sur le marché, ça va provoquer une augmentation du prix à la pompe, et que ce prix à la pompe a des conséquences immédiates sur les intentions de vote vis-à-vis du gouvernement en place, c'est-à-dire celui de Joe Biden. Est-ce que Kiev va respecter la volonté de Washington ? Normalement oui, puisque de toute manière, tout ce qui est fait par Kiev l'est fait sous la supervision de Washington. Ajoutons que parmi les motivations de Washington de mettre fin aux attaques sur les capacités de raffinage russes, il y a aussi que la Russie peut faire des représailles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors peut-être qu'une grande attaque se prépare et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien en ce moment, mais il n'y a plus d'attaque de drones marins contre la flotte russe. Depuis que le chef des Houthis
a déclaré qu'il maîtrisait la technologie hypersonique. On en avait parlé. Donc Washington comprend que la Russie a également à sa disposition des pays du tiers-monde qui lui font la guerre et donc qui peuvent tout d'un coup provoquer des dégâts bien plus graves, de la même manière que Washington s'appuie sur l'Ukraine qui est aussi un pays du tiers-monde pour pouvoir frapper la Russie. Donc à suivre donc jusqu'où peut monter cette escalade par proxy interposé. Carburant toujours, et ça c'est Bloomberg et Reuters qui nous en parlent, il y a une rencontre entre autorités indiennes et autorités américaines au sujet du pétrole russe. Et notamment, le secrétaire adjoint au Trésor pour la politique économique Eric von Nostrand a déclaré que jamais les États-Unis n'avaient eu l'intention de limiter les importations de pétrole russe, mais ils voulaient limiter l'argent que les Russes pouvaient gagner sur ces importations. Remarque intéressante, sauf que les Russes ont dit qu'ils ne livreraient pas aux pays qui mettaient en place ces limitations. Alors, plusieurs raffineries, voire quasiment, je crois, toutes les raffineries indiennes ont annoncé qu'elles allaient cesser de travailler avec les navires de Sovcomflot. La Russie a créé une flotte de tankers d'occasion, donc qui livrent le carburant russe avec ses propres compagnies d'assurance. Et officiellement, les raffineries indiennes ont dit qu'elles arrêtaient. Sauf que le mois de mars a battu un record en matière de livraison de pétrole russe à l'Inde. Donc on imagine tous les mécanismes qui ont pu être mis en place entre la Russie et l'Inde pour livrer le pétrole et pour être payé sans que Washington ne puisse avoir quelque chose à y redire. Ce qui est intéressant aussi pour nous Européens, c'est la question de la transformation du pétrole dans les raffineries indiennes, puisque comme je l'ai plusieurs fois dit, d'ailleurs encore une fois c'est également dans la presse économique anglo-saxonne essentiellement, eh bien nous continuons à acheter du pétrole russe mais transformé dans les raffineries indiennes, c'est-à-dire que nos raffineries à nous en France, en Allemagne ne peuvent plus utiliser le pétrole russe, mais en revanche on peut acheter le diesel, l'essence transformée en Inde à partir du pétrole russe. Et ce qui est intéressant, c'est la déclaration donc d'une autre personne qui faisait partie de ces négociations, Madame Anna Morris, qui est secrétaire adjointe par intérim des États-Unis chargée de la lutte contre le financement du terrorisme, et qui a déclaré que le pétrole russe traité dans les pays tiers n'était plus soumis à des sanctions. Donc, c'est-à-dire qu'elle a rassuré les Indiens en disant une fois que le pétrole est transformé dans vos raffineries, il n'est plus, c'est plus du pétrole russe. Voilà, c'est du carburant indien. Donc, concession évidemment importante de l'administration américaine parce que l'Inde est malgré tout un des pions que Washington espère activer dans son opposition structurelle contre la Chine. Ce qui veut dire que cette interdiction d'acheter du pétrole russe, en fait, c'est pour les Européens, c'est pour nous. Nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de transformer dans nos raffineries le pétrole russe. Mais on a le droit de l'acheter transformé par l'Inde. Donc, voilà, encore une fois, les sanctions, c'est pour les cons. Mais là, c'est un petit peu subtil. Donc, il est probable que Bruno Le Maire ne comprenne pas exactement de quoi il s'agit. Où l'on reparle du vol potentiel des actifs russes par les pays européens, par l'Union européenne qui est souhaitée. Il y a des pétitions. Alors on a vu que Bruno Le Maire, lui, n'était pas très enthousiaste. Alors il le dit dans la presse américaine, bien sûr pas dans la presse française, parce que, comme je l'avais expliqué, ça veut dire que nos bons du Trésor ne vaudront plus rien. Les obligations d'État ne vaudront plus rien, non seulement les autres, mais d'ailleurs celles de tous les pays européens s'ils venaient à voler les actifs russes. Et un article très intéressant est sorti dans Politico qui explique que l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Indonésie, c'est-à-dire des acheteurs d'obligations des États européens, ont fait savoir à l'Union européenne qu'il fallait mieux pas toucher aux actifs russes. Parce qu'effectivement, ça les dissuaderait d'acheter les obligations de l'État français, de l'Allemagne, etc., etc. Dernier point économique, toujours sur les bons du Trésor, multiplication de l'émission de ce qu'on appelle les panda bonds. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce sont des obligations émises en yuan, donc monnaie chinoise, mais par des pays tiers. C'est-à-dire, par exemple, le Kenya émet des bons en yuan. Donc, ça traduit également une bascule au sein des économies du Sud global, c'est-à-dire que pour se rendre indépendant de Washington et pour attirer notamment des investisseurs comme la Chine, eh bien, on émet des bons en yuan et non plus en dollars. Donc là aussi, encore une fois, ça s'ajoute à la bascule économique que nous sommes en train de vivre au niveau global. Politico-diplomatique maintenant, et la première nouvelle, c'est le déplacement de Sébastien Séjourné, notre brillant ministre des Affaires étrangères, en Chine, pour fêter, et ça c'est quand même important, les 60 ans de la reconnaissance par la France de la Chine communiste, en fait comme étant la Chine légitime, c'est-à-dire la Chine continentale. Et ça nous le devons évidemment au général de Gaulle, comme d'habitude pour tout ce qui a été fait de grand ces 60 dernières années, c'est à l'époque du général de Gaulle
sauf peut-être la non-participation à la deuxième guerre du Golfe. Là-dessus, c'est quelque chose dont la France peut être fière tout de même. Sinon, pour le reste, on a coché toutes les cases de ce que voulait l'hégémon américain. Donc, déplacement, et c'est tout de même heureux qu'il ait été fait. On ne peut que s'en féliciter. La relation, évidemment, avec la Chine, la première puissance économique mondiale, est quelque chose de fondamental. Reste à savoir si on pourra en faire quelque chose. Et c'est bien que cette fois-là, Séjourné, il soit allé sans Van der Leyen ou sans Borrell, comme la lamentable visite d'Emmanuel Macron en 2023 avec Ursula von der Leyen, précisément à Pékin. Donc ça s'est plutôt bien passé visiblement, sauf que évidemment Séjourné n'a pas pu s'empêcher de dire n'importe quoi en expliquant qu'il demandait à la Chine de faire passer un message ferme à la Russie. Donc en fait, ce qui signifie qu'on a un pays qui est la France, qui malheureusement est en voie de tiers-mondisation économiquement, qui demande à la première puissance économique mondiale de faire passer des messages fermes à un pays tiers. Donc là, évidemment, on est en plein macronisme diplomatique. Comme l'a souligné d'ailleurs, et je vous recommande son canal Telegram, son canal YouTube, Laurent Michelon, donc qui est un spécialiste de la Chine, installé en Chine. En plus, nous venons de tourner une émission sur l'échiquier mondial, donc qui va parler des Ouïghours, précisément avec Laurent Michelon. Donc je vous conseille pour tout ce qui est Chine de vous abonner à son canal Telegram ou à son canal YouTube. Twitter, ou pourquoi pas, des deux. Donc voilà, en résumé, c'est une bonne chose que Séjourné se soit rendu à Pékin pour célébrer les 60 ans de la reconnaissance de la Chine communiste par général de Gaulle, mais il aurait mieux fait de se taire, et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre en place, c'est d'obtenir le silence total de Séjourné lorsqu'il effectue un voyage diplomatique. Diplomatie française toujours, cette fois entre la France et la Russie. Le ministre de la Défense français Le Cornu a appelé son homologue Shoigu pour lui faire part de ses condoléances vis-à-vis de l'attentat et lui dire que c'était pas les Ukrainiens, que ça pouvait pas être les Ukrainiens, il fallait absolument pas que ce soit les Ukrainiens. Donc Shoigu lui a dit qu'il espérait que la France soit pas concernée par cet attentat. Personnellement, moi je pense que la France n'y est absolument pour rien. C'est pas notre style. En plus, c'est pas les services secrets qui couvrent les services ukrainiens, ce sont les services britanniques. Alors ça ressemble vraiment beaucoup à une opération du MI6 et validé évidemment par la CIA. Donc je pense, contrairement à ce qu'on a pu entendre à droite à gauche, les Français n'y sont absolument pour rien. En revanche, visiblement, le coup de téléphone de Le Cornu traduit une inquiétude. Inquiétude parce que Moscou, comme la plupart des gens intelligents sur cette terre, ont compris que c'était Kiev qui était derrière cet attentat. Et puis deuxièmement, la France va rentrer évidemment dans la période des Jeux Olympiques, et donc la question du terrorisme va se poser. Donc il est important pour Paris de coopérer avec tout le monde, y compris avec Moscou, d'autant plus qu'un attentat sous faux drapeau organisé par les services secrets ukrainiens pour accuser les Russes est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est évoqué en Russie. Et on peut dire que d'ailleurs les Russes s'y attendent. Mais il peut y avoir également des attentats islamistes comme ce qu'on a eu au Bataclan. Et là, évidemment, la Russie peut donner un coup de main aux services français. Espérons que dans ce cadre-là, la démarche de Le Cornu traduise un certain réalisme de la part du régime d'Emmanuel Macron. Empire du mensonge maintenant, et c'est LCI comme d'habitude qui décroche la tabale avec ce chiffre incroyable que le fait que l'armée russe aurait perdu 87% de ses effectifs avant la guerre. Alors, comment expliquer ce chiffre? Est-ce qu'ils ont confondu avec le résultat de l'élection présidentielle russe? Difficile à voir. Cela dit, et on va le voir dans notre sujet suivant sur l'Empire du mensonge, c'est lié aux chiffres délirants des pertes russes qui ont été données en 2022. Si vous vous souvenez, les pertes en matière de véhicules, en matière d'aéronefs, en matière de soldats, ont atteint un niveau délirant à tel point qu'en janvier 2023, c'est dans mon livre, encore une fois, que je vous recommande, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, l'état-major norvégien annonce des pertes jusqu'à 180 000 Russes, c'est-à-dire plus que le contingent initial tout entier au début du conflit. Donc encore une fois, à force d'accumuler ces mensonges, donc les chiffres grossissent et ça devient complètement invraisemblable. Et donc à un moment ou à un autre, faut acter le chiffre en disant oui, mais la Russie a réussi à renouveler ses forces, donc c'est ce qu'on peut dire également dans la presse, toujours dans la presse occidentale. Donc c'est le problème du mensonge, c'est qu'on s'en sort jamais, il faut toujours en accumuler jusqu'à un moment où ça devient complètement invraisemblable. Mais le mensonge, je dirais le plus intéressant à la fois sur ce qu'il signifie et sur les techniques adoptées, il nous a été fourni
par le très néoconservateur Institut Montaigne. Donc là, l'Institut Montaigne, c'est vraiment le relais de la pensée néoconservateur américaine en France. C'est pas le seul, il y a également Grand Continent. Donc c'est du niveau de Montgrenier, Tertrais, etc., etc. Donc là, c'est un article prospectif qui s'appelle Scénario, la Russie, une puissance crépusculaire, point d'interrogation. Donc il y a 2 rédacteurs, il y a Michel Duclos, un énarque néocons, visiblement pas très futé, et puis Camille Lemitoire, donc elle coche toutes les cases, c'est une Soros Girl, London School of Economics, donc en soi, rien de vraiment surprenant, on est dans du néoconservatisme radical. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet article écrit et publié par les ennemis de la Russie et de la France? J'ai noté différents points, et le premier point, c'est qu'il voudrait nous faire croire que nous sommes passés dans une guerre d'usure. Or, quand vous regardez le front de ces derniers mois, et si vous suivez mon bulletin hebdomadaire, vous le voyez, la Russie avance lentement, mais sûrement. Donc c'est pas une ligne fixe avec des puissances de part et d'autre qui sont en train de s'entre-détruire. Il y en a un qui avance, et il y en a un autre qui ne fait que reculer quasiment depuis l'automne de 2023. Donc ce n'est pas une guerre d'usure, mais ça évidemment c'est leur espoir. De la même manière qu'ils avaient l'espoir de voir l'effondrement russe en 2023, aujourd'hui ils ont l'espoir que le front se stabilise et qu'on soit dans un scénario, comme ils le disent eux-mêmes, à la coréenne, donc avec cette ligne de front qui devient la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Deuxième point, il nous rappelle bien, je cite, que la résilience de l'économie russe, de ses capacités militaires redoutables et sa volonté politique de redéfinir les structures de l'ordre mondial font durablement de la Russie une menace dangereuse pour l'Occident et en particulier pour l'Europe. Donc là, le but, c'est de justifier tout ce qui a été fait a priori et ce qui est encore en train d'être fait et ce qui sera encore fait, c'est-à-dire de créer le mur de fer entre la Russie et le reste de l'Europe, parce que pour les néoconservateurs, si jamais la défaite ukrainienne se traduit immédiatement par une réconciliation, particulièrement entre la Russie et l'Allemagne, c'est l'échec complet pour Washington. Et ça, évidemment, ils ne le veulent pas. Troisième point intéressant sur les techniques de désinformation et de mensonge. Donc, ils nous ressortent le russe de service. On l'avait déjà allumé dans un de nos bulletins il y a quelques années. Pavel Baev, donc qui travaille notamment pour les Free et qui est prêt à raconter n'importe quoi sur l'armée russe. Alors, soit il y connaît rien, soit en fait il est payé pour raconter des bobards. Je vous laisse choisir. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une technique de mensonge précisément utilisée par les Free. On s'en souvient sur le rapport de Dominique Minich qui avait cité dans son rapport pour le justifier des articles en russe en espérant que personne n'aille les lire, sauf que votre serviteur les avait lus et qui disait qu'ils soit n'avaient rien à voir avec ce qu'il racontait, soit disait le contraire. Donc là, c'est pareil, citation d'articles, notamment à un moment, il cite le fait que le corps expéditionnaire russe de départ comptait environ 360 000 hommes. Donc vous vous dites, mais c'est bizarre parce que en 2022, on nous avait annoncé 160 000 hommes. Et donc pour justifier cette affirmation, il est fait référence aux Russie, donc c'est un institut britannique, sauf que quand vous regardez l'article du Russie, il parle de 360 000 hommes au début de l'année 2023. Donc là, technique de mensonge habituelle, pour justifier une information, un chiffre fantaisiste, une note de bas de page qui en fait ne correspond pas du tout à ce qui est affirmé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre lorsque vous travaillez, si c'est votre cas, sur les rapports de l'IFRI, par exemple de l'Institut Montaigne, etc. Vérifiez les sources en bas de page. C'est souvent des mensonges. Cet article essaie également de nous convaincre que oui, la Russie résiste, mais les sanctions, tôt ou tard, vont fonctionner. Un jour, on ne sait pas quand. Parce qu'évidemment, le but, c'est que les sanctions ne soient pas levées au lendemain de la défaite du régime de Kiev. Les performances de l'armée russe en 2023 sur le champ de bataille et jusqu'à aujourd'hui sont expliquées, alors en partie, oui, il faut le dire, par l'effort militaro-industriel russe, mais surtout, ce qui ressort de l'article, c'est par les fournitures de l'Iran et de la Corée du Nord. Alors que ça, c'est annexe. Ils n'y connaissent absolument rien, à la fois la doctrine militaire russe et dans l'armement. Il nous explique notamment que les Russes ont tenu l'offensive de juin 2023 des forces otano-kieviennes grâce aux drones rôdeurs iraniens. Alors les Guéran, les drones iraniens, en fait, ce sont des drones pour frapper dans la profondeur, ce qui a permis de tenir le front donc du côté de Robotino, dans le front sud, dans la région de Zaporozhye. Ce sont les drones Lancet russes, qui sont en plus des drones moderne. Et c'est reconnu d'ailleurs de manière unanime, y compris par la presse anglo-saxonne. Donc ils mélangent les drones pour frapper la profondeur et les drones rôdeurs comme le Lancet qui vont taper sur les blindés
adverse. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à l'artillerie, c'est grâce à l'appui aéromobile, c'est grâce aux missiles à longue portée que les Russes ont tenu. Donc c'est pas grâce aux drones iraniens. Là, donc là, pareil, ils racontent n'importe quoi. Sur la doctrine russe, soit ils n'y connaissent rien, soit ils font semblant de rien y connaître, puisque par exemple, ils parlent du retour de la Russie à la doctrine de l'armée de masse. Il n'y a pas de doctrine de l'armée de masse aujourd'hui. Au contraire, encore une fois, officiellement, si on regarde les chiffres fournis par l'OTAN ou par Kiev, l'armée russe est en infériorité numérique. Donc s'il y a bien le terme d'armée de masse qui correspond à quelque chose, c'est plutôt du côté ukrainien. Mais globalement, je pense que ça veut rien dire, que ce soit du côté ukrainien ou du point de vue russe. Simplement, ça renvoie, encore une fois, les vagues humaines, toute cette propagande des généraux allemands après la Deuxième Guerre mondiale pour expliquer qu'ils auraient gagné la guerre si Hitler n'avait pas été là. On en a déjà parlé, et ou ce qu'on entend, bien sûr, sur les médias de propagande. Donc, armée de masse, ça ne veut rien dire. Là où, en revanche, c'est clair que c'est pas de la malhonnêteté, mais de l'incompétence, c'est qu'à un moment, il parle de la guerre hybride. Alors, bonne nouvelle d'ailleurs, nous sortons sur RT en français une émission spéciale sur la guerre hybride avec comme invité Lucien Cerise. Donc restez connectés, abonnez-vous au canal Telegram de RT en France. Pour revenir à l'article, lorsqu'il parle de la guerre hybride, il parle de la doctrine Gerashenko. En fait, c'est Gerasimov, c'est la doctrine qui est imputée au chef d'état-major de l'armée russe qui s'appelle Gerasimov. Donc même ça, ils le savent pas. Donc là, c'est l'amateurisme le plus complet. Ce qui est merveilleux dans cet article, c'est qu'ils nous ressortent la Russie, la puissance pauvre. On renvoie à mon livre. Donc, est-ce qu'ils le croient ? C'est possible. Il faut pas surestimer la méchanceté, sous-estimer la bêtise. Mais ce qui c'est intéressant, c'est que c'est comme l'IFRI. Ils en sortent pas. Ils restent sur leur vieille marotte alors qu'ils se sont plantés, que l'échec monstrueux de l'OTAN face à la Russie en Ukraine est dû à cette sous-estimation. Donc il parle de puissance pauvre alliée à un capitalisme de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait la Russie n'est pas en économie de guerre, et comme l'a dit récemment Vladimir Poutine, elle n'ira pas en économie de guerre parce que c'est pas la peine. Pour battre l'Occident collectif, il n'y a pas besoin de passer en économie de guerre. Et en revanche, c'est vrai que la Russie est une économie de marché, contrairement à des pays socialistes comme la France, où toute la richesse est aspirée par l'État et disparaît. On ne sait pas trop où ça va, puisqu'il n'y a plus de système de santé, il y a plus, alors que les prélèvements obligatoires sont au maximum. La Russie, elle, est une économie de marché qui fonctionne très bien. Moi, j'ai appelé ça le national-capitalisme, et n'a pas eu besoin et n'aura pas besoin, pour écraser l'Occident collectif, de passer en économie de guerre. La conclusion donc de cet article est d'espérer un scénario à la coréenne, ça c'est pas nouveau, ça fait plus d'1 an qu'ils en parlent, mais de faire en sorte que ce conflit, quelle qu'en soit l'issue, débouchera sur une confrontation de longue durée avec l'Ouest, ou du moins avec l'Europe. En fait, ça, c'est le sens de l'article, c'est d'essayer de convaincre les dirigeants français. Donc, c'est la pensée, en fait, que veut nous imposer l'hégémon américain, que quoi qu'il arrive, ce conflit ne doit pas s'arrêter à la défaite militaire des forces otano-kieviennes. Donc, c'est cette notion qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce que vont vous vendre les Tenzer, Bruno Tertrais, Thomas Gomard, Montgrenier, que j'ai déjà cité, l'Institut Montaigne, Grand Continent. Ils vont vous vendre ça. Ils vont vous vendre que la France doit rester en guerre, définitivement, pour toujours, avec la Russie. Surtout, pas de réconciliation entre les grandes puissances européennes. Terrorisme maintenant, on comprend pourquoi le Cornu s'inquiète, on comprend pourquoi les Anglais s'inquiètent, pourquoi les Américains s'inquiètent, c'est que l'enquête russe avance remarquablement vite. Comme j'avais dit la dernière fois, visiblement, la capture des 4 terroristes, plus de tout le réseau qui les entoure, a été une mauvaise affaire et n'était pas prévue par les services secrets kieviens. Les Russes sont en train de dérouler la pelote, et donc il y a des opérations antiterroristes dans toute la Russie, notamment au Daghestan, où une cellule a été démantelée, mais pas seulement. Et ça continue. Et je pense que c'est le déroulement de cette pelote qui inquiète énormément les services secrets occidentaux, qui se demandent jusqu'où ça va remonter. Et pourquoi également je pense que la France n'est pas impliquée ? Parce que ce n'est pas le ministre de la Défense américain qui a appelé Shoigu, ce n'est pas le ministre de la Défense anglais. Washington a envoyé le petit Lecornu pour tâter le terrain, pour savoir où en étaient les Russes, je pense, au niveau de leurs investigations. Considération militaire générale maintenant, et évidemment, nous parlons des 75 ans de l'OTAN, donc cette alliance qui avait, à mon avis, tout lieu d'être à l'époque, où l'Allemagne, la France étaient inquiètes de la puissance du bloc communiste, mais qui aurait dû, bien sûr, cesser d'exister le 1er janvier 1992. Donc là, en fait,
son existence, et l'atmosphère n'est pas à la joie. Donc ça a donné l'occasion à Blinken de venir faire quelques déclarations, y compris auprès de la presse française, en expliquant que les États-Unis n'enverraient pas de troupes au sol parce que ça les mettrait en conflit direct avec la Russie. Il a promis, ça ne coûte rien, à Kouleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, que l'Ukraine finirait par rentrer dans l'OTAN. Alors on verra ce qui restera de l'Ukraine quand ça rentrera dans l'OTAN, si un jour elle rentre. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais dans l'ensemble, ce que l'on observe, c'est que l'atmosphère est plutôt à la panique. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, arrive à peine à contrôler ses bras en parlant de la situation en Ukraine. Il parle d'une situation catastrophique. Il sort des chiffres complètement invraisemblables en disant qu'il faut lever un fonds de 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. À côté de ça, vous avez Edward Litvak qui publie un article, donc c'est un néoconservateur américain fanatique, un des types les plus dangereux aujourd'hui du côté occidental, qui explique qu'il est temps d'envoyer des troupes au sol parce que sinon l'OTAN va subir une défaite catastrophique. Et ça, il a raison, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre, c'est-à-dire que les conséquences politiques de la défaite militaire de l'OTAN seront, espérons-le, importantes et seront peut-être le signal de la libération des peuples d'Europe du joug nord-américain. Donc lui, évidemment, en tant que néoconservateur, ça lui fait peur. Et tout ça se fait sur le fond de suppliques de Zelensky, de Kouleba, donc ministre des Affaires étrangères ukrainien, d'obtenir des armes, des munitions, des patriotes. En ce moment, ils sont complètement obsédés par les patriotes parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à arrêter les vagues de bombardements dans la profondeur lancées par l'aviation russe, l'artillerie russe, tout ce que vous voulez. Donc on vit là visiblement un moment de panique pour le régime d'Emmanuel Macron ou celui de Olaf Scholz. Eh bien, il faut que ça tienne au moins jusqu'au début juin, avant les élections européennes. Et puis pour Washington, pour les démocrates, c'est plus grave, il faut que ça tienne jusqu'en novembre de cette année. Donc là, l'ambiance était plutôt morose pour ce triste anniversaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le thème qui est repris partout maintenant de la remise en cause par les Russes de l'ordre international. Donc on voit ça chez Edward Litvak, on a écouté Séjourné qui a essayé d'en parler difficilement avec son problème de vocabulaire et de diction, mais c'est systématiquement, ça aussi c'est vraiment un leitmotiv qui a dû être imposé par Washington pour être repris par les satrapies européennes, c'est d'expliquer que la Russie a remis en cause l'ordre international. Non, l'ordre international, il a été remis en cause dans les années 90, avec toutes les opérations illégales qui ont été entreprises contre la Serbie, en 2003 avec l'opération illégale qui a été entreprise contre l'Irak. Donc l'ordre international issu de la guerre froide, il n'existe plus. En tout cas, c'est plus un ordre. Et c'est pas la faute de la Russie ni de la Chine, c'est de la faute des Occidentaux. Puisqu'on est passé d'un monde où on essayait de régler les problèmes au niveau de principes du droit international à un monde qui est régi par des règles internationales. Et les règles, c'est l'OTAN qui les définit. Ce sont les Occidentaux. Donc évidemment, ça, personne n'en veut. Donc ça aussi, quand vous entendez parler de remise en cause par la Russie ou la Chine de l'ordre international, il faut traduire par remise en cause de l'hégémon nord-américain. Quelques mots sur les questions de ressources humaines des armées des deux côtés. Donc côté russe, on a annoncé la levée de 100 000 volontaires supplémentaires depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier jusqu'au 31 mars. Donc évidemment pas besoin de conscription, contrairement à ce qu'a raconté Zelensky en disant que les Russes allaient lever 300 000 hommes en juin. Les Russes non seulement n'ont pas levé 300 000 hommes puisqu'ils en ont levé 500 000 l'année dernière, plus 100 000, et que un tel volume, il faut le former. Il faut le former, ça prend au moins 6 mois de formation. À moins de faire comme Kiev, c'est-à-dire que vous enlevez quelqu'un dans la rue et il se réveille, il est dans la tranchée. Hein. Donc les Russes ne font pas ça, ils sont pas pressés, le temps joue pour eux et ils vont former. Et comme le soulignait d'ailleurs Yuri Podaluka, donc le blogueur russe que je cite souvent, eh bien la Russie en fait forme un bataillon par jour. Vous avez 1100 hommes par jour qui sont intégrés dans l'armée russe, c'est-à-dire un bataillon. Donc il n'y a pas d'urgence, il faut bien les former et la Russie aura une armée hors pair, elle l'a déjà d'ailleurs, mais je pense que cet été ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Côté ukrainien, évidemment, les choses vont beaucoup moins bien. La chasse à l'homme continue dans toutes les rues d'Ukraine, sauf sur Kiev, où là, visiblement, on essaie de préserver la capitale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le niveau du moral. C'est que le régime kievien est obligé de s'attaquer aux casinos en ligne dans lesquels les soldats ukrainiens, pour sortir de leur stress, dépensent toute leur solde et même sans dette.
et même si on en croit la presse anglo-saxonne comme toujours, eh bien mettre en gage du matériel qui a été livré, des systèmes de vision nocturne, etc., etc. En tout cas, visiblement, c'est un problème suffisamment grave pour qu'on en parle à la fois dans la presse kievienne et la presse anglo-saxonne. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui sont les gens qui organisent ces plateformes de jeux en ligne qui sont accessibles aux soldats ukrainiens.